bonjour à tous. Bien, ben c'est bien, il n'y a pas qu'une odeur de sociocratie qui plane ici, ça. Je ne sais pas dans quel état on va ressortir. Le premier truc que je voulais partager avec vous et qui a en fait pas grand chose à voir avec la théorie de la sociocratie, c'est la spirale dynamique. En fait, vous en avez tous entendu parler, mais sans savoir qu'il en parlait. Vous avez tous lu Laloux, ou vous en avez entendu parler au minimum. Cette théorie du changement de couleur qu'il reprend dans son bouquin, c'est la théorie de la spirale dynamique. Et je voudrais simplement poser ça pour pouvoir ensuite faire le lien avec la sociocratie et voir comment la sociocratie s'installe dans cette vision de la spirale dynamique. Et ensuite, un deuxième sujet sur lequel je voudrais faire le point avec vous avant de commencer à parler de sociocratie, c'est l'agilité. Scrum, ce genre de choses. Pourquoi ? D'abord pour une raison simple, mon parcours ou ma découverte de la sociocratie est dans le prolongement de la découverte que j'ai faite de l'agilité il y a 4 ou 5 ans, et je vois un parallèle intéressant entre les deux que je voudrais partager avec vous. Donc on va explorer ces deux sujets, et puis on fera les 4 piliers de la sociocratie selon Gérard Heidenberg. Alors, vous connaissez tous Maslow, hein, les besoins primaires qui doivent être satisfaits avant de pouvoir passer aux besoins secondaires. Donc on a le Wi-Fi tout en bas, hein, ou la raclette si on est suisse. Maslow a un copain, Clark Graves, américain. Clark Graves chambrait Maslow en lui disant « en fait ta théorie, il y a un truc qui ne va pas. Elle ne suffit pas à expliquer la variété et la richesse du comportement humain. » Maslow en fait introduit une dimension qui est une dimension verticale. J'ai mangé, j'ai dormi, je peux commencer à penser à autre chose. Clark Graves introduit une autre notion, une autre dimension, qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'horizontal. Et une tension qu'on ressent tous en permanence, c'est peut-être l'histoire de notre vie, c'est je pense à moi ou je pense aux autres. Et Clark Graves introduit un autre truc que je vais avoir de la difficulté à représenter ici, mais qui est assez facile à imaginer, c'est il fait le parallèle entre le développement de la société humaine et la psychologie. En faisant le parallèle à la fois au travers du temps, l'histoire de la société humaine, depuis l'apparition des Néandertaliens jusqu'à nous, et l'histoire de notre propre vie. La vie intra-utérine, la naissance, les premiers mois, les premières années, les premières dizaines d'années, la fin de vie. Don Becks, un gars qui a repris en fait les travaux de Clark Graves, y a ajouté des couleurs. Et on commence ici avec une couleur qui est le beige, qui est celle des besoins primaires. Je dois faire pipi, je dois manger, je dois me reproduire, je dois être au chaud, etc. Et quand ces besoins de base sont satisfaits, je vais pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre. Et on rentre dans une dimension ici, qui est une dimension violette, qui est une dimension tribale. Je suis davantage en sécurité parce que je suis au sein d'un groupe. Et donc du stade violet, on va passer au stade suivant, qui est le stade rouge. Alors le stade rouge, c'est sympa, parce que je me réapproprie ma capacité à agir sur mon environnement et à redevenir un peu maître de ce qui va m'arriver. Ça me permet aussi, si je suis plus fort que les autres, de mieux m'en sortir que les autres. Ça pose des problèmes de sécurité. Comment est-ce qu'on règle ces problèmes de sécurité ? C'est en évoluant vers un autre niveau, qu'on caractérise par la couleur bleue, qui est un niveau où on va introduire des normes. Les religions polythéistes deviennent des religions monothéistes. C'est l'époque où, grosso modo, on ressent le besoin de graver des commandements sur une tablette en marbre. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas ma femme, je vais la voiler pour qu'on ne puisse pas la voir, et ce genre de choses. Puis le niveau orange, c'est grosso modo le niveau dans lequel, d'un point de vue sociétal, on se trouve aujourd'hui. On a tous plus ou moins un spreadsheet entre les oreilles, et le monde est rempli d'opportunités. Pour ceux qui savent les actionner, pour ceux qui savent les utiliser, j'ai 1 million de possibilités à ma disposition et je vais choisir celle qui m'intéresse le plus. C'est le règne du what's in it for me. Le vert, c'est quoi ? Je renoue avec un souci du bien-être collectif. Et je suis bien parce que dans les choix que je fais, je préserve la capacité qu'ont d'autres à faire leurs propres choix et je préserve le bien-être de l'ensemble. Et le jaune, grosso modo, c'est le stade où on se dit, finalement, j'ai compris que de toute façon, au cours de ma vie, au cours de mon évolution, je vais continuer à rebondir. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est un stade qui correspond à des activités comme la pleine conscience, par exemple, ou la méditation. Don Becks appelait ça le turquoise. Et on bascule vers autre chose, dont il est aujourd'hui difficile de parler parce qu'on n'y est sans doute pas encore vraiment. On sent que ça commence à devenir un peu New Age. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça ? Parce que je vous l'ai déjà fait sentir. Ici, il se passe quelque chose.
pour le moment, d'un point de vue sociétal. Et donc, la question qu'on peut se poser dans le cadre de ce workshop, simplement pour le plaisir de jouer avec les idées, est-ce que ces nouvelles formes de management, c'est pas ici que ça se trame? Ah oui, il y a un autre truc que Claire Graves en fait a expliqué, c'est que le passage d'un saut à l'autre ne se fait qu'en passant par des états de crise. Et la sociocratie aujourd'hui, c'est une façon, parmi 36 000 autres, de répondre à des états de crise dans les entreprises. Vous avez vu la spirale dynamique. Deuxième sujet dont j'avais dit que je voulais vous parler, l'agilité. Qui connaît ? Début des années 90, les informaticiens commencent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose et qu'ils ne vont plus pouvoir programmer en paix comme on avait l'habitude de leur laisser faire. Ce quelque chose, c'est Internet. Et donc ils se retrouvent à programmer des trucs pour des clients qu'ils ne connaissent plus et face à des besoins qui changent tout le temps. Et l'agilité, c'est quoi ? Dans un premier temps, à ouvrir la parole dans un groupe de personnes pour permettre à tout un chacun d'exprimer la façon dont il voit les choses, d'exprimer ses besoins, ses envies, ses frustrations, pour autant qu'il arrive aussi à les formuler de façon positive. Je voudrais ceci, je propose cela, je suggère ceci. Et toutes ces propositions, toutes ces suggestions vont être listées les unes derrière les autres dans ce que les agilistes appellent un backlog. Scrum est une façon de mettre en œuvre l'agilité. Le backlog se constitue et on fait le pari qu'il va décanter pour arriver à un moment donné à une liste beaucoup plus courte, 5, 10, 15 éléments, qui deviennent des évidences, qu'on peut livrer en 2 semaines. On ne fait rien qu'on ne puisse pas terminer en 2 semaines. Donc une façon de répondre à l'environnement changeant, c'est de restreindre le degré d'autonomie qu'on se donne sur ce sur quoi on va travailler. Olivier, concrètement, comment est-ce qu'il se crée ce backlog au sein de l'entreprise ? Comment est-ce que tu amènes les gens, tes employés, à divaguer et aller sur... C'est très simple, tu prends un stylo et une feuille de papier et tu notes tout ce que tu voudrais que ton organisation puisse faire, tout ce que tu voudrais changer dans ton organisation, toutes les visions que tu as pour cette organisation. Et tu mets tout ça en vrac. On a tous un petit bloc de post-it à côté de notre ordinateur, ou un fichier Excel sur lequel on note les idées, ou une boîte à suggestions dans la cantine, c'est rien d'autre que ça. Il y a ça dans les usines depuis 50 ans, et chacun va pouvoir y mettre ses idées. Et donc il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté, c'est de se dire, ceci n'est pas un processus managérial, il n'y a personne qui décide. L'idée est venue, donc on la note. Donc l'équipe travaille à la mise en œuvre, et après 2 semaines, livre des solutions concrètes à tout ce qui a été formulé ici. Nous voulions faire ceci, c'était faisable en 2 semaines, on l'a fait. Et regardez, c'est livré. Et donc à partir de maintenant, ceci est intégré dans la façon dont l'entreprise fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus ce qui prend plus que 2 semaines, ou alors qu'on va dire ce qui prend plus que 2 semaines, on le coupe en sous paquet et qui prenne le maximum? Excellent, c'est ça. Enfin, c'est presque ça, c'est comme ça que ça va commencer. J'ai un truc qui est trop gros pour être fait en 2 semaines, et à mon avis il en faut 4, donc je vais le diviser en deux trucs. Je vais d'abord faire ça, puis je vais faire ça. Il y a une méthode qui est un petit peu devenue la méthode universelle quand on veut faire de l'agilité, c'est Scrum. Et la préconisation en Scrum, c'est de faire des sprints, des cycles de 2 semaines. Rappelez-moi pourquoi j'étais venu ici. Ah oui, parler de sociocratie. Ok, bien. Ok, sociocratie. C'est bien parce que je vous ai dit que je me sentais plus à l'aise avec cette présentation. En fait, je me suis rendu compte que j'aime pas ces slides. Je les ai passés en revue juste avant, donc. Mais ce n'était pas que pour meubler. Vous allez avoir votre dose de sociocratie. Et je vais vous parler d'une version de la sociocratie en particulier, qui est celle de Gerard Edenburg. C'est un Hollandais. Alors évidemment, comme tout bon workshop qui se respecte, on commence par aller voir sur Wikipédia et on voit que la sociocratie, c'est un mode de gouvernance. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la sociocratie, ou pourquoi est-ce que la sociocratie est émergée? Parce qu'il y a des tensions dans l'entreprise aussi. Les commerciaux et le département marketing qui ne fait pas son boulot, la logistique, on n'en parle même pas, et puis les finances. Les tensions sont partout. Et le résultat, lui c'est Isaac Getz. Et il cite volontiers cette étude de Gallup, dont on a plus ou moins tous entendu parler entre-temps, j'imagine. Vous prenez une entreprise lambda, vous questionnez les employés, les collaborateurs. 8 sur 10 n'en ont rien à foutre de leur boulot. Impliqué dans ton boulot, c'est quoi? C'est être content de se lever le matin pour aller faire son taf. Lui, Gérard, il était confronté à ça quand il a repris l'entreprise de papa, en 1968, si j'ai bonne souvenance. Entreprise d'électromécanique en Hollande.
Et donc il débarque là-bas avec son diplôme d'ingénieur, encore un peu de lait derrière les oreilles. Il reprend l'entreprise de papa qui prend sa retraite et c'est le bordel. Les gens se tirent dans les pattes, il n'y a rien qui fonctionne et c'est un tel chantier, c'est un tel bordel que face à ça, soit il se pète un câble, soit il se barre, soit il change tout complètement. Et donc, avec son expérience d'ingénieur et son expérience personnelle, cette culture quaker du consensus, il est imaginé 4 piliers qu'on va parcourir ensemble. Alors, 4 principes de base. La prise de décision par consentement, l'élection sans candidat, les cercles et le double lien. La prise de décision par consentement. Vous avez ici une espèce de gradation sur les modes de prise de décision. Bon, l'autocratie, on sent qu'on est à des niveaux assez archaïques dans la spirale dynamique. On est en mode réflexe. Et puis, on bascule vers la méritocratie, il y a l'ego qui est très présent, il y a la compétence, il y a le niveau d'expertise, et puis on évolue vers quelque chose qui est d'un cran au-dessus, qui est de l'ordre de la démocratie, etc., etc. On entend beaucoup parler de consensus, la démocratie ne fonctionne plus, donc on va basculer dans un mode où tout le monde doit être d'accord, c'est le consensus, ou c'est le consentement, et il y a une différence entre les deux. Alors, une prise de décision par consentement se fait en 6 phases qu'on va passer en revue. Et la première phase, c'est de faire une proposition. Quelqu'un va faire une proposition. En gros, on pourrait dire que la proposition est smart. Elle est objectivable, elle est installée dans son contexte, elle est limitée dans le temps, etc., etc. Après le stade de proposition, il y a une phase de centrage, où la proposition va être expliquée. Et au terme de cette phase de centrage, donc le centrage, c'est quoi? C'est je comprends pas ta proposition. Quand on te dit pizza, c'est quoi? Est-ce que c'est des Flammkuche? Est-ce que c'est des pizzas italiennes? Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi des pizzas? Ouais, elles vont venir d'où? Et quel genre de goût est-ce que tu imagines sur les pizzas, etc. Phase de clarification. Quand cette phase de clarification ou de centrage est effectuée, la proposition qui a été formulée devient propriété de l'ensemble du groupe. Et dans cette phase de centrage, qu'est-ce qu'on va viser à obtenir? On va s'assurer que pour tout le monde autour de la table, le besoin que l'on cherche à satisfaire soit clairement identifié, que la proposition soit comprise, et on va aussi accessoirement s'assurer du fait que la proposition se situe dans la zone de compétence ou dans le domaine d'autorité de l'équipe qui la formule. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? C'est là qu'on voit apparaître cette notion de tour de table. Le tour de table est super important en sociocratie, pas parce que tout doit se faire en tour de table, mais parce que le fait d'avoir fonctionné en tour de table permet d'évoluer vers des formes de réunions qui deviennent plus productives. Quand tout le monde a compris la proposition, on refait un tour de table pour demander si quelqu'un a une objection. Donc tour de table, avez-vous une objection? Et ce que vous allez faire, c'est dès le moment où il y a une objection qui est formulée, c'est directement traiter la toute première objection qui est formulée. Donc une première grille de lecture, c'est simplement de se poser la question de savoir si l'objection est fondée, un peu fondée ou pas fondée du tout. Et la clé pour ça, c'est d'aller voir quel est le besoin de la personne qui formule l'objection. Qu'est-ce qui va se passer entre chaque objection? Il y a une proposition adaptée qui va être formulée. Quand une objection est retenue, parce qu'elle est objective, parce qu'elle est concrète, parce qu'elle est constructive, parce qu'avec cette objection, on sait améliorer la proposition, quelqu'un dans le groupe va prendre l'initiative de formuler une proposition adaptée. Le pire qui puisse arriver à une proposition, c'est de passer sans objection. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'objection? On se met en action. Oui, je sais, c'est facile. Voilà. Et après, on fait la fête. Parce que l'organisation vient de se doter d'un petit supplément de quelque chose qui l'a fait avancer d'un pas. La sociocratie, on a vu au tout début que c'était un mode de gouvernance. Le mode de gouvernance lui-même est sujet à proposition. Si vous trouvez que la façon dont vous mettez en œuvre la sociocratie ne fonctionne pas, surtout changez-le. C'est l'exercice rétrospectif que font les agilistes en fin de sprint. On peut discuter de tout, même et surtout de la façon dont on travaille. Concrètement, c'est très simple. Prenez un fichier Excel et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Date proposée par, le sujet, la description, le contexte. Pourquoi est-ce que cette proposition est faite? Dans quel contexte? Le statut. Et une URL pour plus de documentation. C'est une façon bête et méchante de vous mettre en route et de commencer à pratiquer la prise de décision par consentement. Point 2, l'élection sans candidat. L'élection sans candidat, on est plutôt proche de quelque chose qui est de l'ordre de la cooptation. On est sur un fonctionnement qui est beaucoup plus collectif. Est-ce que cela vaut la peine de faire une élection sans candidat? Quand il y a une responsabilité à confier à une personne en particulier. Donc au sein d'une équipe, il y a un rôle à assumer et l'équipe souhaite que ce rôle soit assumé par une personne. La toute première étape, ça va être de définir de quoi on parle. Ça ne sert à rien de nommer un secrétaire au sein d'une équipe qui n'a pas pris le temps de définir en quoi consiste le rôle de secrétaire.
Ce qui va vous permettre de passer à la suite du processus. Vous allez ressortir vos petits post-it et noter simplement que moi, Olivier, je vote pour Séverine pour le choix du catering pour le prochain workshop du réseau Entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? L'animateur fait un tour de table en invitant chacun à formuler son vote. Moi, Olivier, je vote pour Séverine, parce que je trouve que les pizzas, c'est une super idée, et qu'à chaque fois, elle nous surprend avec des menus plus étonnants les uns que les autres, et que parce que je lui reconnais cette qualité de créativité qui est importante dans ce rôle, je la propose dans ce rôle. En parlant du sujet numéro 3 et du sujet numéro 4, qui sont les cercles, et le double lien entre les cercles. Alors, un cercle, c'est quoi ? La définition de notre ami Gérard, c'est un cercle, c'est un groupe de personnes qui partagent au moins un contexte de vie en commun. Et l'autre élément de définition qui est assez interpellant dans sa définition d'une équipe, c'est un groupe de personnes qui est amené à vivre avec les décisions qu'il prend. Un cercle socratique se définit par son domaine, sa raison d'être. C'est le cercle marketing, c'est le cercle du projet machin truc, c'est le cercle du produit ABC, c'est le cercle de la conformité légale, c'est le cercle de la concordance budgétaire, etc. etc. Donc il y a un domaine, il y a une sphère d'autonomie, il y a un domaine de compétences. 3 enjeux, la cohérence de l'équipe, de façon à pouvoir installer sa pérennité, sa durabilité, sa stabilité. Son efficacité, est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose? Je l'ai dit. Et sa capacité d'apprentissage, sa capacité à évoluer. Pas tout d'être efficace. Quand on est efficace et qu'on s'en satisfait trop, le moment où on ne l'est plus n'est jamais très très loin. Il y a un truc qui est important dans ce genre d'envie de fonctionner d'une certaine façon, c'est d'avoir une redistribution permanente qui permet à chacun de grimper en compétences, en posture, en connaissance des autres, en connaissance de soi. Et donc enfermer les gens dans j'ai presque envie de dire, dans un job description est souvent contre-productif. Parce que quand on est enfermé dans un job description, souvent la seule façon d'en sortir, c'est de quitter l'entreprise. Et donc comment est-ce qu'en installant cette dynamique de redistribution permanente des rôles, comment est-ce que chacun au sein de l'entreprise peut se sentir plus à sa place et à la fois plus en profiter à titre individuel et plus en faire profiter l'organisation en étant dans un chemin d'évolution plutôt que dans une boîte qui est souvent matérialisée par un job description. Comment se passe la fréquence de réunion des différents cercles et comment est-ce qu'on gère les urgences? C'est une excellente question et dans le cercle que tu as à l'esprit, je t'invite à formuler une proposition qui répond à ta question. Et de mettre cette proposition à la disposition de tes collègues dans le cercle. Et de cette discussion va émaner, on pourrait appeler ça une décision ou une réalité, qui est celle de la fréquence pertinente de vos réunions. Ta question, c'était à quelle fréquence est-ce qu'on se réunit? Les agilistes se réunissent tous les jours pour discuter des tâches qu'ils exécutent, toutes les 2 semaines pour décider des sujets sur lesquels ils vont travailler, en permanence pour contribuer au backlog et à la liste Donc, c'est aussi souvent que nécessaire, en fait. Et donc, il est temps de réapprendre à faire des réunions. Et la sociocratie, ça sert à ça. Se réapproprier la possibilité de faire des réunions qui sont pertinentes et qui mènent quelque part. Ben voilà, merci pour votre attention. Il reste de la pizza, je crois, pour ceux qui veulent. Et de la tarte.